fait, j'ai la déformation professionnelle du vrai pilote moto, supercross moto, c'est-à-dire que nous, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, le cerveau ne déconnecte pas, on est toujours en mode robot. Et j'essaye de rester dans ce mode parce que c'est le mode où on est le plus efficace, où il n'y a rien qui vient perturber. Alors j'ai enlevé ce mode, c'est quand je t'ai vu dans le dernier virage, quoi, parce que j'ai dit là ça y est, c'est fini, quoi. Et puis t'étais là et tout. Mais non, ouais, j'ai vraiment apprécié le truc que quand j'ai fini, quoi. Et après, ce qui est important, c'est que même dans les challenges que je me suis fait dans ma carrière, le plus important, c'est pas de gagner. C'est pas de gagner, c'est vraiment d'aller au bout de soi-même et de donner le maximum. Même dans la compétition de haut niveau, le moteur, c'est pas la victoire. Le moteur, c'est de vraiment d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Et si ce qu'on a envie de faire, c'est la victoire, c'est aller à la victoire. Mais il faut pas que ça soit le but d'aller franchir la ligne d'arrivée en premier. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk. À travers cette conversation, Ultra Talk vous fait partager les aventures sportives les plus ultra, racontées par ceux qui les ont vécues. C'est leur histoire qu'ils viennent nous partager avec leurs propres mots. Chaque épisode est donc unique. C'est le parcours d'une personne que vous allez découvrir, qui vous apportera, j'en suis certain, une dose d'inspiration et de motivation pour croire en tous vos projets les plus ultras, qu'ils soient sportifs ou non d'ailleurs, pour les mener à bien et, je l'espère, venir nous les partager. Je suis Arnaud Manzanini et je vous souhaite de passer un bon moment en écoutant cet épisode. Mon invité du jour a un palmarès extraordinaire. Il a même participé dernièrement à la Race Cross France 300 km et en est devenu finisher. Après avoir remporté plusieurs titres mondiaux fin des années 80 en motocross, Jean-Michel Bayle décide de franchir l'Atlantique pour aller défier les Américains sur leur territoire et dans leur discipline. Dès la deuxième saison, il devient le premier et le seul pilote à remporter les 3 titres majeurs la même année, établissant au passage le record de victoires sur une saison en Supercross. Quelques années plus tard, considérant qu'il n'avait plus rien à prouver en tout terrain, il se lance un nouveau défi, celui de réussir dans les Grands Prix de vitesse. Et sa première course d'ailleurs fut un Grand Prix. Après avoir réussi en motocross, goûter à la vitesse, en décrochant 2 pole positions, terminer sa carrière de pilote dans l'endurance, en remportant le bol d'or et les 24 heures du Mans. Vous pouvez le constater, Jean-Michel Bayle ne fait pas les choses à moitié. Il découvre il y a quelques mois, quelques années seulement, le cyclisme ultra-distance. Il décide donc de s'inscrire sur la 2e édition de la Race Cross France en 2019 et il devient finisher du parcours 300 km. La conversation avec Jean-Michel est passionnante. Je ne vous fais d'ailleurs pas plus attendre et laisse place à ma conversation du jour avec mon invité du jour, Jean-Michel Bayle. Jean-Michel, bonjour. Merci de m'avoir fait signe lors de ton court passage sur Paris. Moi, je suis ravi de pouvoir te rencontrer. On s'est croisés la première fois cet été, puisque tu étais participant du 300 km sur la Race Cross France que tu as terminé. Tu vas nous raconter ça. Et c'est un grand honneur pour moi que notre trophée de la Race Cross France figure parmi tous les autres grands trophées que tu as pu remporter. Tu vas aussi nous expliquer tout ça. Voilà, la première question que je pose traditionnellement, c'est peut-être de te présenter auprès des auditeurs. Jean-Michel Bayle. Ouais, mon parcours, c'est la moto. C'est la moto, le motocross, au début, avec l'objectif d'être champion du monde, qui a été assez rapidement conclu. Et puis après, le défi, ça a été d'aller aux États-Unis et de courir dans le plus grand championnat qui existe, et le seul championnat qu'il y avait à l'époque en supercross avant, donc le championnat des États-Unis de supercross. Et voilà, donc ça c'est le début de mon parcours, quoi. Alors tu nous parles de ton début de parcours comme si c'était presque une évidence d'être champion du monde, mais Jean-Michel petit, tu faisais déjà du motocross tout petit, ou tu faisais du foot comme la plupart des enfants? Qu'est-ce que tu faisais petit? Quel était ton sport? J'ai commencé, j'ai fait un peu de foot, ça m'a pas du tout plu. J'ai fait un peu de tennis, ça m'a pas plu non plus. J'ai eu assez rapidement une moto, un vélo, tout début, un vélo, un bicross, avec des suspensions, un truc un peu américain avec le guidon un peu haut. On était dans les années 74, 75.
Donc, on connaissait, en fait, on avait un cascadeur qui s'appelait Alain Prieur, qui habitait dans la région de Manosque. Et donc, du coup, pour moi, c'était la star de la région. Donc, on avait été le voir une fois avec mes parents, faire un saut. Bien sûr, il s'était cassé la gueule. Il avait sauté, je crois, 35 mètres. Il était devenu champion d'Europe ou champion du monde de saut en longueur. Il se battait avec un Américain, Evan Kinvel. Et voilà. Et moi, j'avais une moto et même avec mon vélo, je mettais des tremplins et je faisais Alain Prieur aussi, quoi. Je mettais un tremplin, je sautais. Que ça, c'est en moto, c'était pareil. Mais la moto, c'était aussi pour moi un esprit un peu de liberté, de découvrir, de sortir de l'ambiance familiale et de partir dans les chemins et découvrir et être autonome, quoi. Voilà, c'était ça un peu aussi la moto. Et puis après, bien sûr, j'ai commencé à côtoyer Alain Prieur parce qu'il est venu voir mes parents et demander un service à ma mère qui avait une entreprise de transport. Et donc il a demandé un camion pour venir transporter un tremplin sur un événement, sur un week-end. Et donc du coup, toute la famille, on est allé porter le tremplin pour Alain Prieur. Et donc là, j'ai été à son contact. Et à son contact, bien sûr, j'étais impressionné par les défis qu'il tentait. Parce qu'à cette époque-là, sauter en moto, ils étaient juste 2 à le faire dans le monde, un Américain et lui. Et donc, pour moi, c'était mon idole. Et l'anecdote, c'est que on l'a aidé donc un week-end. Et puis, bien sûr, 15 jours après, un autre week-end et encore un autre week-end. Et donc, à la fin de l'année, il est venu voir ma mère. Il lui a dit, qu'est-ce que je te dois? Parce que tu es venu avec les camions pendant au moins... tu as fait au moins 4 ou 5 week-ends. Et ma mère lui dit, non, il n'y a pas de souci. Tu es quelqu'un qu'on admire dans la famille. Donc, on t'aide, il n'y a aucun souci. Et donc, à la fin de l'année, il avait signé un contrat avec Yamaha. Et il avait récupéré une petite moto pour moi, une moto de cross, et il l'a offert à mes parents en disant voilà, pour Jean-Michel, et il y a une course au mois d'avril, et je l'ai engagé dessus à la course. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc c'est comme ça en fait que tu es arrivé sur le circuit, et cette première course, qu'est-ce que ça a donné ? La première course, donc on était avec mon frère et nous on a débarqué là-dedans comme des amateurs complets, quoi. On n'avait même pas de tenue. Moi ma mère m'avait fait un jean avec des bandes un peu bleues et rouges sur le côté pour que ça fasse un peu racing, mais des amateurs complets. On était amateurs jusqu'au dimanche 11h du matin et là bien sûr Alain Prieur a débarqué. Et donc, Alain Prieur, dans une course de motocross, c'était à la star de la région. Donc, le speaker est venu lui demander « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, il est venu, il a dit je suis venu avec mes 2 poulains, Christian et Jean-Michel, et qui font leur première course. » Donc, à partir de là, tout le monde nous a regardés. Et moi, je fais pitoyeusement 2 fois 14e. On savait même pas comment ça marchait le départ, tout ça, quoi. C'était la découverte complète. Mais bon, ça a été l'allumage, quoi. Ça a été le déclencheur, le bouton s'est mis en marche. Là. Donc là, tu avais quel âge là, à ce moment-là ? J'avais 11 ans. Tu avais 11 ans, ok. À 11 ans, alors quel a été le chemin entre tes 11 ans où tu es sur ta première ligne de départ, totalement amateur, et tu observes un petit peu ce qui se passe, et ton premier titre de champion du monde ? Quels ont été les échelons ? Et est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des déclencheurs qui ont été des accélérateurs pour toi ? Ouais, alors après, ça a été super vite, parce que c'est pour ça que je dis au moment où ça a été enclenché. Déjà, je me suis entraîné parce que 2 fois 14e, je me suis dit c'est pas possible. Donc déjà, j'ai commencé à m'entraîner alors qu'on ne faisait pas. Moi, je mettais un tremplin, je faisais des sauts, c'est tout ce que je faisais. Donc le motocross, c'était des virages, c'était des ornières, fallait aller vite, voilà. Donc je me suis entraîné. 15 jours après, il y avait une autre course, je fais 5e. Et 15 jours après, il y en avait encore une autre et je fais podium. Donc voilà, là, c'était parti, c'était enclenché. 3 mois plus tard, on parle à mes parents, à mon père, qu'il existe un championnat de France pour les gamins qui ont cet âge-là. Donc j'avais 12 ans. Donc première épreuve était à Reims. Et on a dit, allez, on y va. Et donc je monte à Reims et je gagne les deux manches. Et voilà. Et donc je gagne le championnat de France de cette année-là dans ma catégorie. Puis après, c'était enclenché. Après, ça s'est enclenché super rapidement parce que
parce que je m'entraînais beaucoup, parce que je mettais beaucoup d'énergie là-dedans et que c'était devenu ma raison de vivre, quoi. Donc forcément, quand on donne autant d'énergie dans un objectif, dans un sport, on progresse vite. Et donc du coup, voilà, c'était parti, quoi. Et à ce moment-là, est-ce qu'Alain Prieur était toujours à tes côtés? Est-ce qu'il était toujours quelque part ton mentor et te donnait des conseils? Ou est-ce qu'il avait disparu de la circulation quelque part? Ah non, bien sûr, il suivait les résultats. Il était bien sûr impressionné de la rapidité de la progression. Mais pour le moment, j'étais encore gamin, quoi. Donc je courais avec les gamins de mon âge. Donc mais ça a progressé super vite parce que j'ai gagné le championnat de France la première année. L'année d'après, je change de catégorie. Je passe dans une catégorie où l'âge est plus vers les 16 ans que vers les 13. Donc je fais deuxième. Mais l'année d'après, je gagne de suite. Et puis je dominais, quoi. Donc après, j'ai commencé à courir avec mon petit 80 cm3 au milieu des 125, au milieu des mecs, des pros. Et puis je commençais aussi à faire des bons résultats, donc voilà, c'était enclenché, quoi. Donc après j'ai de suite signé un contrat avec Honda et j'ai eu du matériel et j'ai pu rouler avec les pros et j'ai de suite aussi eu de très bons résultats et donc j'ai vite gagné pour être champion du monde en 88 avec Honda, quoi. Et on va peut-être revenir un petit peu sur les épreuves, mais quand tu gagnes ton titre de champion du monde, est-ce que tu revois Jean-Michel à 11 ans en total amateur sur ligne de départ? Parce que c'était relativement vite, et quelles sont les émotions qui te traversent l'esprit à ce moment-là, en fait? Est-ce que tu repenses à toi petit avec ton frère sur ligne de départ à 11 ans, totalement amateur? Et là, j'imagine, champion du monde bien équipé avec des contrats de partenaires. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Ou alors, peut-être que déjà, toi, c'est une étape comme une autre et que tu vois déjà plus loin, en fait. Ouais, en fait, c'est juste une étape. C'est une étape parce que j'ai déjà d'autres objectifs et parce que j'étais beaucoup influencé donc par Alain Prieur qui toujours se fixait des nouveaux challenges, des nouveaux objectifs. Et donc, j'avance comme ça et quand j'ai été champion du monde, je pensais déjà à trouver un moyen de partir aux États-Unis. Et donc, j'avais déjà rencontré Roger De Coster, qui était 5 fois champion du monde de motocross, qui était une légende, qui était manager du team American Honda aux États-Unis. Donc, lui aussi avait regardé ce que je faisais. Il avait le rêve de faire venir un Européen aux États-Unis pour le faire gagner le championnat Supercross. Et il a vu en moi la possibilité que ça se fasse avec moi, quoi. Et donc du coup on échangeait beaucoup et le titre en 88 de champion du monde, c'est mon premier titre, mais en même temps je l'ai pas vu, quoi. Je l'ai pas. Bien sûr, j'étais content, mais le lendemain, je pensais déjà à ce que j'allais faire un mois après et voilà. Donc c'était une petite étape, quoi. Et, alors, il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis. Enfin, on est toujours attiré par les États-Unis. Dans le motocross, tu l'étais déjà dans les années 80. Moi, j'ai découvert l'ultracycling par les États-Unis, qui a été créé il y a une quarantaine d'années. Quand tu arrives aux États-Unis, j'imagine que tu vois une différence. Qu'est-ce qui te surprend le plus de par la pratique de ton sport en France, en Europe, et la pratique de ton sport aux États-Unis? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à ce moment-là quand tu arrives là-bas? Là-bas, pour nous, c'était la naissance du Supercross. Parce qu'en fait, moi, ce qui a fait que je suis parti aux États-Unis, c'est que j'ai découvert le Supercross au Supercross de Paris-Bercy. Donc, c'était en 84, j'avais 14 ans, 15 ans. Les organisateurs qui faisaient partie de Moto Verte, en fait, qui était le magazine qu'on lisait tous, étaient passionnés par les États-Unis et donc allaient souvent aux États-Unis et donc ils se sont dit il faut qu'on fasse un Supercross à Paris, quoi. Et c'est grâce à ça aussi que je me suis inspiré, que j'ai voulu aller là-bas, parce que quand j'ai vu les Américains venir au Supercross de Paris et mettre 2 tours à mes idoles qui faisaient le championnat du monde, je me suis dit mais c'est pas ça que je veux faire, c'est pas champion du monde, je veux être ces champions des États-Unis. On est trop ridicule. Donc mon but aussi était de venir gagner Bercy, le Supercross de Paris, mais pour ça il fallait que j'aille aux États-Unis courir là-bas, quoi, parce que l'écart était trop énorme, la différence de niveau. Et donc ce qui m'a impressionné là-bas, bien sûr, c'est le Supercross, parce que le Supercross là-bas c'est géantissime.
c'est 75 000 personnes dans un stade de football ou de baseball. Tout le monde debout au départ de la finale, avec 20 mecs derrière une grille et un seul mec qui gagne. Donc voilà, c'est quand tu vois ça en spectateur, même quand j'y retourne aujourd'hui, que je le vois, j'ai du mal à m'imaginer que j'ai fait ça, que j'y étais. Parce que c'est un peu un spectacle de gladiateur, quoi, parce que c'est violent, là, le supercross. Déjà, le pilotage en lui-même, il est violent pour aller vite, parce que les obstacles sont hauts, sont impressionnants, donc ça tape beaucoup, donc c'est violent. Et en plus, on est opposé à d'autres concurrents qui sont violents aussi. Donc ouais, c'est ça qui m'a surpris au départ, quoi. C'est cette ambiance générale qui fait que les États-Unis, le sport de haut niveau, le spectacle, c'est tout d'une dimension énorme. C'est vrai que quels que soient les sports, les stades sont toujours pleins, et ils n'ont pas que le football américain, ils ont des tas d'autres sports et non le motocross, effectivement, avec des stades qui sont pleins. Mais quand tu arrives là-bas, comment te voient les autres compétiteurs, en fait? On voit l'Européen, le Français qui arrive avec titre de champion du monde. Est-ce que tu as été bien accueilli? Est-ce que c'était pas forcément bienveillant? Est-ce que tu as dû faire ta place? Comment se passent les premières courses avec le rapport avec les spectateurs, ton équipe, mais aussi les autres concurrents? Ouais, alors la première saison, c'est un peu compliqué. Alors moi, l'esprit dans lequel je suis allé là-bas, il est assez clair. J'ai été champion du monde en Europe. Et voilà, champion du monde en Europe, c'est exactement ce que ça veut dire. Et en fait, je suis arrivé en disant, voilà, je suis champion du monde, mais je suis très bien conscient que les meilleurs pilotes et le meilleur championnat, il est aux États-Unis. Et donc, je viens pour devenir vraiment un champion du monde. Voilà. Donc c'était courir avec les meilleurs pour pouvoir devenir vraiment le meilleur. Et moi, j'ai été clair là-dessus. Après, bien sûr, j'ai de suite dit, je ne sais pas si je vais y arriver ou si je ne vais pas y arriver, mais en tout cas, je suis là pour tenter l'aventure. Et du coup, voilà, j'ai été accueilli comme ça. Alors au début, bien sûr, ça a fait sourire, parce que tout le monde a souri. Pas grand monde m'a pris au sérieux. En même temps, c'était marrant au début pour eux, parce qu'ils avaient un mec qui était champion du monde, qui venait dans leur championnat et qui ne gagnait pas, qui avait du mal à faire dans les 5 premiers. Donc, pour eux, c'était valorisant. Donc, les premières courses, ça s'est un peu passé comme ça. C'était un peu la moquerie quand je tombais ou quand il se passait quelque chose. Et ça a commencé à changer quand j'ai fait mon premier podium en Supercross. Bon, il y avait de la boue. J'étais un peu avantagé. C'était un peu typé européen. Mais il y a eu le début du championnat motocross. Et là, j'ai gagné. Et donc, j'étais en tête du championnat. Mais j'ai dû arrêter le championnat pour retourner en Europe, parce que en fait, mon contrat avec Honda stipulait que je devais faire le championnat du monde. Donc, il m'avait donné un peu, entre guillemets, l'autorisation d'aller me préparer aux États-Unis pour faire mes premières courses. Mais j'ai dû revenir en Europe pour finir le championnat du monde, pour faire le championnat du monde, où j'étais encore champion du monde. Une deuxième fois, mais celui-là, je l'ai encore moins vu que celui de l'avant, parce que l'objectif, c'était vraiment de repartir aux États-Unis et de rouler donc l'année d'après totalement en championnat américain. Donc on a bien compris que tu étais quelqu'un de très ambitieux dans ta discipline, ce qui est tout à fait normal. Tu as vécu, donc j'imagine que tu vivais aussi là-bas tout au long de l'année. Tu as vécu combien de temps, pour les gens qui nous écoutent, tu as vécu combien de temps aux États-Unis, et derrière, les titres de champion du monde sont arrivés à quel moment? Les titres de champion du monde cette fois-ci, pas que de l'Europe. Donc, champion du monde. Donc, mon premier championnat du monde, c'était en 125, c'était en 88, donc en Europe. Le deuxième, c'était en 89, et là, j'ai commencé à faire quelques courses en début de saison aux États-Unis. Je suis revenu en Europe faire le championnat du monde, et je suis reparti aux États-Unis dès que c'était fini. Et donc, ma première saison complète aux États-Unis, c'était 1990. La saison où j'ai tout gagné, c'est 91. Et je suis resté jusqu'à fin 92. Donc, à peu près 5 ans. Qu'est-ce que tu gardes de cette période aux États-Unis? Parce que pour beaucoup de Français, aller vivre là-bas, c'est presque un rêve. Mais quand on vit là-bas, comment tu as vécu ces années américaines? Moi, c'était pas vraiment le fait de vivre là-bas. Moi, c'était vraiment le fait de courir là-bas, de faire de la moto là-bas, d'avoir
d'avoir les meilleurs pilotes en face de moi. Voilà, c'était ça. C'était vraiment... ouais, c'est sûr que les États-Unis, ça fait rêver, la vie américaine, mais j'étais vraiment pas là pour ça, quoi. Même si je l'ai apprécié, parce que j'aime l'état d'esprit américain, même pas trop la vie, mais j'aime surtout l'état d'esprit. Et donc, du coup, ouais, pour moi, c'était... En fait, j'ai apprécié le motocross là-bas, quoi. Le motocross aux États-Unis, c'était pour moi fabuleux, quoi. Et de mémoire, je crois que tu as gagné dans 2 catégories. Il y a une année où tu gagnes dans 3 catégories, voilà. Et là, alors, c'est peut-être pas comparable, mais je me permets de le citer, en ultra-distance aux États-Unis, pour les finishers, notamment d'une épreuve auquel j'ai participé, qui est la Race Cross America, qui n'a pas forcément grand-chose à voir, si ce n'est des exploits sportifs. Il y a un vrai respect pour les finishers, et tu vois tout de suite le regard des Américains changer. Comment le regard des Américains dans le motocross aux États-Unis a évolué vis-à-vis de toi, qui était le champion du monde européen et qui arrivait chez eux pour gagner. Et une fois que tu as gagné, comment leur regard et comment leur comportement a évolué vis-à-vis de toi? En fait, il y a eu deux attitudes. Il y a eu l'attitude... parce qu'en fait, j'ai gagné en 91, quand je gagne. Bon, je gagne le championnat Supercross, qui était pour moi le but ultime, hein, c'était de gagner le championnat Supercross. Mais au même moment, il y a le championnat motocross 250 qui commence et qui chevauche avec le Supercross. Donc celui-là, je le gagne aussi. Et il reste un seul championnat, c'est le championnat 500 qui est après tout ça. Et aucun pilote n'avait jamais réussi dans l'histoire du motocross américain à gagner les 3 dans la même saison. Et donc j'attaque ce championnat et je me retrouve assez vite en tête du championnat. Et donc je gagne aussi ce championnat. Donc j'ai pas gagné qu'un seul championnat. Pour eux, j'ai été le premier à gagner tous les championnats dans la même saison. Donc il y a eu 2 regards. Il y a le regard de respect par rapport à ce que j'ai fait et par rapport à ce que j'étais venu faire au départ. Et après, il y a toujours un regard un peu patriotique aux États-Unis, parce qu'ils sont assez patriotiques. Donc il y avait bien sûr des gens à qui ça plaisait pas. Mais ça fait partie de la chose aussi, et ça m'a pas dérangé. D'ailleurs, il y a une anecdote super là-dessus, c'est qu'il y a 5-6 ans, j'étais au Supercross d'Anaheim, donc au premier Supercross des États-Unis, et il y avait un truc sur les anciens champions. Donc tous les anciens champions américains sont venus dans le stade, donc j'étais invité bien sûr à y aller, donc j'étais le seul européen. Et on avait une séance de dédicace à l'extérieur. Donc je signais des posters à côté de mon concurrent de l'époque. Et là, il y a un fan qui est venu et le mec, il me dit ah, ça fait plaisir de te voir. En 91, j'étais un de ceux qui te huaient dans le stade. Et il me dit je suis désolé. Je regrette vraiment ça et je m'en excuse. Voilà. Et voilà, pour moi, la boucle a été bouclée, c'est-à-dire que le mec, il a reconnu que sur le coup, ça le faisait chier parce que j'étais français, que je battais les Américains, donc il était pris dans le truc et il a réagi instinctivement, quoi, comme un patriote, comme s'il était en guerre. Et après toutes les années, il reconnaît quand même que j'ai quand même gagné et que j'ai quand même fait quelque chose d'extraordinaire, et donc là il me le dit, quoi. Et c'était top d'avoir le mec en face de moi, quoi. Voilà. Très belle anecdote. On fera le lien après avec le cyclisme tout à l'heure, mais comment on se prépare pour de telles épreuves, en fait? Quelle est la préparation que tu avais à cette époque-là? La première préparation, elle est mentale. Elle est mentale parce que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui dure pas que 3 mois, ni 6 mois, ni 1 an. Ça commence au moment où on décide de lancer le défi, quoi. C'est des années avant, parce que tout se construit, tout ce qu'on apprend, ça sert, tout ce qu'on développe comme capacité à piloter, elles servent aussi plus tard. Donc donc, et pour pouvoir supporter cette charge d'entraînement et de dévotion dans ce qu'on fait, il faut avoir un mental à toute épreuve. C'est-à-dire qu'il faut être certain de pourquoi on est là, pourquoi on le fait, et avoir des raisons qui sont suffisamment grosses pour pouvoir supporter tout ce que ça demande. Donc pour moi, c'est la première des choses qu'il faut. Après, derrière, le travail physique, le travail d'entraînement moto, c'est dur, quoi. C'est dur comme dans tous les sports.
Il y a des fois, on n'a pas envie, on y va quand même. Il y a des fois, on n'a pas envie, on n'y va plus, mais on y retourne de suite. Donc, je pense que ça, c'est commun à tous les sportifs de haut niveau qui ont qui ont des objectifs importants. On n'est pas des robots. Donc, il y a un moment donné, le mental, il vient on a envie que la préparation, ça soit comme un robot. On voudrait que ça soit comme ça, mais c'est pas comme ça. Donc, souvent, on retombe d'un côté ou de l'autre, et c'est justement ça qui fait la différence, c'est que c'est le pouvoir de pouvoir revenir à chaque fois dans le mode où on a envie de fonctionner comme un robot, quoi. C'est-à-dire travailler, avancer, voilà. Et c'est ce côté-là qui est vraiment le plus difficile à gérer et qui est le plus intéressant, en fait. Avant qu'on passe sur le vélo, je vais juste te demander, quand tu es sur la première fois à Bercy, comment ça se passe pour toi? Mais pour moi, il y a eu 2 Bercy. Il y a eu les premiers Bercy où j'ai découvert l'épreuve, mais j'avais aucune possibilité de gagner parce que j'avais pas le niveau. Et il y a eu le Bercy où je suis arrivé avec mon entraînement américain, avec mon équipe américaine, avec ma moto préparée aux États-Unis. Et là, je suis arrivé comme les pilotes américains, c'est-à-dire que j'ai pris l'avion, je suis venu faire le Supercross de Paris en venant des États-Unis. Et là, ça a complètement changé parce que j'étais dans leur mode. Donc, j'étais avec eux, quoi. Et du coup, c'était mentalement, c'est pas du tout la même chose. Ils n'arrivent pas pour se battre contre moi. Je viens avec eux pour faire un Supercross à Paris. Et il fallait faire ça pour gagner. Est-ce que tu retournes toujours là-bas aux États-Unis pour des événements comme tu l'es ce soir sur Paris avec Honda? Est-ce que régulièrement tu retournes aux États-Unis pour des salons, des compétitions au motocross? Ou est-ce que c'est vraiment une page qui est tournée pour ça? Non, d'un point de vue commercial, c'est une page complète qui est tournée parce que les American Honda, c'est vraiment séparé que Honda Europe, que Honda Japon, tout ça. Mais par contre, je retourne régulièrement parce que j'ai des amis, j'ai des personnes que j'adore qui sont là-bas. Et donc, ça me fait plaisir de les voir. Et ça me fait toujours aussi plaisir de revoir une course parce que je réapprécie ce que j'ai fait en étant assis dans les gradins. Et pour moi, c'est important aussi de continuer à le sentir et à le voir. Et après, ça me fait plaisir, parce que je retrouve des personnes que j'apprécie et que je vois des gens que j'ai côtoyés aussi et qui se souviennent de moi et à qui ça fait plaisir de voir. Donc c'est toujours, ça fait plaisir de retourner là-bas de temps en temps. Voilà. Et comment tu as géré même si c'est difficile à dire, cette fin de carrière, comment tu as géré cette fin de carrière? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Est-ce que c'était le grand vide? Est-ce que ça a été difficile pour toi mentalement? Parce que j'imagine, je peux l'imaginer en tout cas. Et est-ce que c'est pour ça que tu es venu sur le vélo avec cette communion avec la nature, cette sensation de liberté? Alors j'ai une solution pour ça. J'ai une solution qui est très simple. C'est que quand tu fais quelque chose et que tu veux arrêter, tu peux pas arrêter. Tu peux pas l'enlever de ton cerveau. Le seul moyen de l'enlever, c'est de le remplacer par autre chose. Et donc j'avais une petite lumière dans ma tête parce qu'en fait, quand j'avais 11 ans, au tout début, avant de faire du motocross, la première course que j'avais vue à la télé, c'était les 24 heures du Mans. Donc moto de vitesse, comme en voiture, c'est les 24 heures du Mans. Donc c'est moto vitesse. Et je me souviens très bien parce que j'avais vu cette course à la télé. Et le départ était donné toujours à 15 heures, ça durait 24 heures. Et je me souviens très bien, c'était un après-midi et je suis monté sur ma moto et j'ai simulé la course dans mon chemin de l'entrée de la maison, entre le portail et l'avant de la maison. Et je tournais comme ça en simulant cette course. Donc j'ai toujours eu dans ma tête l'envie de faire de la vitesse et l'envie de gagner un jour les 24 heures du Mans. Et donc, quand j'ai senti que ma période américaine, elle allait s'arrêter parce que je pouvais rien faire de plus. J'allais pas retourner en Europe, gagner des championnats du monde. Parce que j'aurais été juste champion d'Europe, donc ça n'avait pas de sens après ce que j'avais fait aux États-Unis. Donc j'avais ce petit rêve et j'avais la possibilité, grâce à ce que j'ai fait et à ma notoriété, de pouvoir accéder à la vitesse, au championnat du monde de vitesse. Je me suis dit, allez, je me lance en championnat du monde de vitesse, ce que personne n'avait jamais fait non plus, et je me lance là-dedans et on verra où ça va me mener. Voilà. Donc pour arrêter le motocross, je me suis lancé dans autre chose.
Et explique-nous, continue, qu'est-ce que ça a donné? Quels ont été tes résultats, tes performances? Quelles sensations? Est-ce que c'était des sensations qui sont similaires? Comment ça s'est passé pour toi? Non, déjà en sensation, ça n'a rien à voir. Le seul truc en commun, c'est que c'est une moto. Mais c'est comme si on passait du rallye raid voiture ou du rallye voiture à la Formule 1. Je pense que tous les pilotes de voiture, de rallye, sont capables de monter dans une Formule 1. Après, de là à aller être pilote chez Ferrari ou pilote chez Mercedes, il y a quand même un monde. Donc moi, j'ai attaqué, bien sûr, directement en championnat du monde. Je ne suis même pas passé par les championnats de France. Ma première course, ça a été un Grand Prix. Donc, un truc un peu de fou, quoi, parce que tout le monde rigolait. Tout le monde, comme aux États-Unis quand je suis arrivé, là, c'était un peu pareil. Tout le monde a rigolé. Tout le monde a dit comment il va tomber 3-4 fois et puis on ne le verra plus. Et puis, ma première course, j'ai fait dernier. Le lundi, 2 personnes m'ont appelé. Un manager italien qui m'a dit j'ai vu ta course, pas terrible. J'ai dit non, dernier. Et il me dit et alors? Je dis ça m'a donné encore plus l'envie de continuer. Ok. Et la deuxième personne, c'était Kenny Roberts, qui avait un team en championnat du monde 500, qui m'a appelé aussi parce qu'il savait ce qui j'étais par rapport à ce que j'avais fait avant. Il m'a dit déjà ce que tu as fait, bravo, parce que venant d'où tu viens, du Supercross, c'est fabuleux d'avoir tenté ça. Et alors, t'en as pensé quoi? J'ai dit ça me donne qu'une envie, c'est de continuer. Donc il me dit on se verra peut-être un jour. Et donc j'ai commencé en 250, donc l'équivalent du Moto 2 aujourd'hui. J'ai fait 3 années en 250 avec mon meilleur résultat 4e en course et une place au championnat de 8e. Donc, et là, Kenny Roberts m'appelle et me propose une place en 500 en pilote d'usine chez Yamaha. Donc je signe. Et je pars avec lui dans l'aventure. Et là, je fais 4 saisons en Grand Prix 500 avec mes meilleures places de 4e. Et je fais 6e au championnat, ma meilleure place. Voilà. De l'extérieur, c'est une formidable histoire. C'est-à-dire que... Je roule plus presque en vitesse. Ouais, c'est-à-dire que tu fais des formidables performances sur Supercross, motocross. Et comme on pourrait comparer un champion de VTT qui se dit je vais faire le Tour de France, tu vois, et de réussir aussi et de faire carrière, et ça doit être hyper. Tu dois à ce moment-là, cette période-là, tu dois avoir une confiance en toi, extraordinaire, j'imagine. Ouais, mais c'est surtout moi, ce qui me plaît, c'est surtout la démarche de la progression. C'est ce que tu mets en place pour atteindre tes objectifs. Et c'est pas le résultat. C'est pas le résultat qui me fait vraiment exploser de joie. C'est l'énergie qu'on met tout au long de l'année pour justement devenir meilleur, de toucher la perfection, quoi. C'est ça l'objectif. Et quand j'ai arrêté les Grands Prix vitesse, parce qu'à un moment donné, je me suis arrêté. Et donc là, il restait dans le coin de la tête l'endurance. Donc j'ai dit, maintenant, il faut aller gagner les 24 heures du Mans. Donc voilà. C'est ce que j'allais te dire, en fait. Tu as vu Bercy, tu t'es dit, il faut que je fasse Bercy. Tu as vu les 24 heures du Mans, tu t'es dit, il faut que je les fasse. Donc c'est pareil, comment ça se passe, en fait. Parce que derrière, j'ai une pensée pour Evan Stevenard, qui lui est un pilote voiture et qui a la particularité, que j'ai interviewé sur le podcast, qui a la particularité d'avoir gagné les 24 heures du Mans auto, en voiture, et qui l'a gagné 2 fois en vélo, en fait. Donc le lien est un peu particulier. Et toi, comment tu les as vécus, ces 24 heures du Mans? Comme les autres challenges, c'est-à-dire que une envie, déjà venir sur, de mettre l'objectif de venir, donc après de faire sourire les gens, puis c'est pas grave parce qu'en fait les choses on les fait pour soi-même, on les fait pour soi, dans toute chose on le fait pour soi-même, donc le regard des autres bien sûr, j'essaye toujours de laisser une bonne image, mais après si les gens sont pas contents avec, ça me dérange pas, c'est leur karma, c'est pas le mien. Je me lance là-dedans. Première saison un peu difficile parce qu'on a une moto, je signe chez Suzuki du coup, parce que c'était le meilleur team pour courir en endurance. Première saison, on n'a pas une moto super, donc je me blesse la nuit, surtout quand il fait froid, parce que les pneus froids, parce que tout ça, parce que c'est l'endurance et que j'y connais rien. Quand j'y connais rien, j'apprends, je découvre.
Mais j'applique toujours la même méthode sur l'entraînement. Je crois que je suis un des premiers à mettre le réveil à 2h du matin pour aller faire 1 heure de VTT la nuit, revenir dormir et repartir faire du VTT après. Voilà, donc je mets en place des entraînements un peu spécifiques. Et puis finalement, en 2002, 2003, je gagne les 24 heures du Mans, je gagne le bol d'or. Donc en fait, je gagne 2 fois le bol d'or et 1 fois les 24 heures du Mans. Et l'autre fois, j'ai fait 2e. Voilà. Et après, j'arrête l'endurance. Mais quand on fait tout ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas envie de transmettre en devenant peut-être coach ou en montant? Est-ce que tu as eu à un moment donné, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as à un moment donné l'envie de monter un team, toi aussi, pour transmettre tout ce que tu as appris et de partager tous les trophées que tu as eus? Donc il y a un vrai savoir-faire, une vraie approche qui est différente certainement pour être performant. Alors, non, parce que monter un team, on est confronté à des soucis qui sont d'ordre matériel et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, ce n'est pas mon travail et ça ne me plaît pas du tout. Après, aider les autres pilotes, je me rends compte que c'est super compliqué parce qu'il y a souvent un tel décalage entre ce que veulent vraiment les pilotes et ce qu'ils sont capables de faire derrière. Et moi, je suis tellement extrême dans l'autre sens que j'ai du mal à comprendre. Donc, j'ai toujours l'objectif de l'écrire en livre, parce qu'en livre, ça me met une certaine distance avec le milieu, et du coup, je peux dire ce que je veux. Si ça choque, tant pis. Si ça choque pas, tant pis. Ce qu'on ne peut pas faire quand on coach quelqu'un en direct, parce qu'on est obligé de gérer son mental et tout ça. Donc, on ne peut pas y aller trop fort, tout ça. Donc, je le ferai à travers des livres plus tard, quand j'aurai un peu le temps de m'y mettre. Mais coacher directement, c'est très compliqué. Je l'ai fait en motocross. J'ai coaché le team HRC quand Honda a voulu regagner il y a quelques années. Donc, j'ai coaché le team, on a gagné. Mais j'ai pas réussi à faire vraiment passer les messages que j'ai voulu faire passer. Ce que tu veux dire, c'est que tu es exigeant, c'est ça, très exigeant avec toi-même et forcément avec les autres aussi, que tu ne supportes pas quelque part le fait de ne pas tout donner, d'être à 100% dans son objectif. Si je comprends bien, c'est à peu près ça. Ouais, c'est-à-dire que j'ai tellement eu l'habitude de travailler avec des gens d'une qualité énorme et moi-même d'avoir cette perfection et de la transmettre aux gens autour de moi, qu'en fait, la petite anecdote, c'est Honda donc me demande de venir les aider, Honda Japon, de venir, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas gagné de titre en championnat du monde de motocross, donc ils m'ont dit voilà, ça serait bien que tu viennes avec nous, nous aider, on voudrait regagner, tout ça. Donc ok, et la première séance de test que j'arrive et les pilotes vont arriver et je vois un mécanicien qui est dans une chaise, un peu style j'attends le pilote mais les pieds un peu loin, décontracté quoi. Et là je vois ça et je vais le voir, j'ai dit mais tu peux pas rester comme ça. Alors, il me regarde, il fait qu'est-ce qu'il y a, j'ai fini la moto, elle est prête, j'attends le pilote. J'ai dit mais moi, quand j'étais pilote, je vois mon mécanicien qui est comme ça en m'attendant, je supporte pas. Il faut que le mec, il soit t'es fatigué, tu vas dans le camion, tu vas t'allonger, tu vas te reposer. Mais quand tu es devant la moto, tu te tiens droit. Et quand le pilote arrive, le pilote, il a envie de voir un mec sûr de lui qui lui présente sa moto, qui va partir. Et le mec, il m'a regardé, l'air de dire comme si j'étais un extraterrestre. Après, il a réfléchi, il a dû réfléchir parce qu'il a fait. Mais il s'est dit, putain, lui... il va loin, quoi. Il va loin, mais c'est ça, le haut niveau, c'est ça. Tu es obligé ça part de là, quoi. Si tu as un mécanicien qui tremble quand il serre un boulon et que tu montes sur la moto, tu n'es pas dans les bonnes conditions. Il faut, les gens qui sont autour de toi, ils doivent être parfaits, quoi. Et ça, je pense que tu l'as à l'intérieur de toi ou tu l'as pas, quoi. Voilà. Je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est très inspirant et ça m'amène à une autre question, c'est comment pendant toutes ces années de très très haut niveau, entre la France et les États-Unis, tu as réussi à avoir un équilibre de vie entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie sportive. Comment tu gérais tout ça ?
Alors, l'équilibre, il est dur à trouver là-dedans. C'est même introuvable, je pense, parce que c'est pas un équilibre. Quand tu donnes 100% de ton temps dans la moto, dans ce que tu fais, dans ton entraînement, dans tout ça, il n'y a pas d'équilibre. Justement, il est rompu, l'équilibre. Mais le sport de haut niveau, il peut pas y avoir d'équilibre. C'est pas possible. Parce que forcément, l'équilibre, il se fait avec les années. Mais sur le moment, il peut pas y avoir d'équilibre. Parce que c'est pas censé ce qu'on fait. Ou même n'importe quel sport de haut niveau. Si tu le fais en ayant un équilibre, en préservant des choses, tu peux pas préserver quoi que ce soit. Donc forcément, l'équilibre, il n'y en a pas eu. Et en vie personnelle, ça n'a pas été terrible. Et c'est normal aussi. Après, j'ai tellement apprécié ce que j'ai fait que ça ne me dérange pas. Donc ça peut déranger d'autres personnes, mais moi, ça ne me dérange pas. Après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire l'équilibre après. Voilà, de récupérer l'équilibre avec les années derrière. Aujourd'hui, c'est sûr, je ne suis pas la même personne que j'étais quand je courais aux États-Unis. C'est normal parce que quand tu es dans ce mode où tu cherches la perfection, où tu cherches tout ça, tu peux pas être normal, quoi. Tu peux pas être quelqu'un de normal. Alors après, ce qui est important, c'est de le rester normal à l'intérieur de toi et de redevenir normal après. Voilà. Mais forcément, l'équilibre, ouais, il y en a pas. Ouais, je peux comprendre. Après, les objectifs ne sont pas les mêmes avec les années. Et j'imagine que les objectifs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes non plus que quand tu étais aux États-Unis. En tout cas, nous, quand on t'a vu arriver sur la Race Cross France, on ne s'est pas moqué de toi du tout. On était très, très honorés d'avoir un champion comme toi au départ. Et on est même flattés, puisqu'après Bercy, où tu t'es fixé comme objectif d'y être, après les 24 heures du Mans, tu t'es fixé la Race Cross France. Donc, on était ravis et on t'a vu arriver. Vraiment, on était super contents d'avoir un champion comme toi au départ. Comment tu as découvert, déjà comment tu t'es mis au vélo ensuite, comment tu as découvert la Race Cross France? Moi je me souviens des premiers contacts que tu m'as envoyés, et après la Race Cross France, est-ce qu'il n'y aurait pas une Race Cross America qui se profilerait quelque part par là? Ouais, alors c'est assez marrant là parce que en fait j'ai toujours fait du sport. Le vélo, j'en ai toujours un peu fait en préparation. Je faisais du VTT parce que moi le motocross, le VTT, je suis assez à l'aise. Donc je faisais du VTT, mais sans forcément d'objectif particulier, quoi. Voilà, je faisais du vélo pour ma préparation. Après, j'en faisais pour le loisir, mais des petites sorties, quoi. Je me suis mis au trail il y a 3-4 ans. Donc, j'ai commencé à courir un peu, fait quelques trails. Donc, je suis allé jusqu'à des distances de 30 km. Et j'aimais bien le trail et j'aime toujours parce qu'on est dans l'effort. C'est quand même un effort qui est très difficile. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai été opéré à beaucoup d'endroits à cause du motocross et de la moto, donc j'ai beaucoup de blessures. Et donc le trail, dès que je dépasse 25 km, je mets 4 jours pour arrêter de boiter, quoi. Et j'ai mal derrière. Donc même si c'est pas c'est pas quelque chose qui est définitif, ça m'empêche quand même de donner un vrai potentiel. Après, j'ai découvert ta vidéo. Alors je sais pas comment je suis tombé sur ta vidéo. J'ai découvert ta vidéo et franchement, cette vidéo, elle m'a vraiment inspiré. Déjà parce que c'était aux États-Unis, donc déjà, moi j'ai l'amour des États-Unis, du pays. Et quand je courais aux États-Unis en 91, avec Roger De Coster qui était mon manager et qui est mon ami, qui fait beaucoup de vélo et qui en fait toujours, il m'avait dit, putain, le rêve, ça serait de traverser les États-Unis. Et j'avais dit, putain, ça serait cool à faire. Et il n'a jamais fait. Et moi non plus. Et j'avais toujours. Je l'avais un peu quand même, parce qu'on avait dit, ça doit être le truc ultime, quoi. Traverser les États-Unis en vélo, il y a des gens qui l'ont fait en loisir, il y en a plein qui l'ont fait en loisir. Et là, quand j'ai vu ta vidéo, j'ai regardé, je me suis régalé, quoi. Déjà, c'est bien présenté, la musique et tout, et ouais, j'ai trouvé ça génial, tu vois. Et donc du coup, on s'est un peu contacté et j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il y avait la Race Cross France qui était née. J'ai regardé, j'ai dit c'est quoi ça, comment ça marche et tout. Et j'ai vu que tu mettais pour l'année 2019 une distance de 300 km. J'ai dit voilà, je me lance là-dessus. Ça sera une première et voir comment ça fonctionne, voir comment ça se passe.
qui est Arnaud, qu'est-ce qu'il fait, voilà, qui sont les gens qui font ces courses-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au départ de la course, en pur amateur, parce que je connaissais rien à cette discipline, et avec l'ambition de la découvrir, quoi, voilà. Et je crois que tu es arrivé au départ tu n'avais jamais fait 300 km avant. Voilà, jamais. Donc, explique-nous, explique aux gens qui nous écoutent, jusqu'au moment où on va passer cet épisode du podcast, les inscriptions pour 2020 auront été ouvertes. Donc, explique-nous, tu t'es présenté sur la ligne, est-ce que tu avais peur, pas peur comment ça s'est passé pour toi? Et puis, explique-nous la course et ce dernier virage au sommet du Mont Ventoux. Ouais, donc, en fait, la préparation, elle n'a pas été nickel parce que je voulais, du moment où j'ai pris la décision, et après, j'ai eu une préparation un peu compliquée, problème de santé, j'étais obligé de me faire opérer. Donc, j'ai perdu 1 mois de préparation au mois d'avril. Donc, après, quand j'ai repris le vélo, j'étais obligé d'y aller progressivement par rapport à cette opération. Donc, après, je me suis retrouvé à travailler pour Johan Zarco en MotoGP. Donc, j'étais pas mal sur la route avec lui pour l'aider un peu, parce qu'il était vraiment dans une situation un peu délicate, donc j'ai voulu l'aider. Et du coup, l'entraînement, il était pas terrible, quoi. Il est pas comme je l'avais prévu, quoi. Pas du tout comme ça. Mais je me suis dit, c'est pas grave, n'importe comment, je suis là pour découvrir. Et n'importe comment, la première des choses quand on veut faire un challenge, c'est déjà prendre le départ. Voilà, c'est déjà la première des choses. Après, savoir si on va arriver au bout, ça c'est comme de partout. On ne sait pas si on va gagner, on ne sait pas si on va y arriver. Mais la première des choses, c'est d'être au départ. Donc c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, comme dans tous les challenges, tu vas au départ. Le maxi que j'avais fait, c'était 130 ou 140 km avant d'un seul trait. Sinon, j'essayais de rouler tous les jours, d'essayer d'en faire le maximum. Mais avec mon emploi du temps, c'était pas simple. Et donc voilà, je me suis présenté au départ dans l'inconnu, quoi. Mais c'est ce que j'ai trouvé sympa aussi. C'est ce que j'ai trouvé bien parce que j'ai des amis qui l'ont fait et ils ont fait la reconnaissance complète avant. Mais j'aurais pas voulu la faire, la reconnaissance complète, parce que moi je voulais pas savoir ce qui m'attendait. Je voulais partir, quoi, partir et voir. Et j'ai vu, quoi. Et j'ai vu déjà le départ, le vélo, la préparation, tout ça, ça a été, les lumières, tout ça, j'étais pas habitué, mais j'avais roulé un peu de nuit, donc ça a été. Après, j'avais regardé un peu quelques vidéos, j'avais écouté les podcasts, donc j'avais essayé de me faire une image de la chose. J'avais été pour voir le départ, parce que je voulais voir les 10 premiers kilomètres. C'était parce que je m'étais dit, si je vois les 10 premiers, je vais voir ce que c'est la course. Un peu. C'est un peu naïf, hein, mais ça me rassurait. Donc, je suis allé faire les 15 premiers kilomètres. Et je connaissais la fin, je connaissais le Ventoux. Je l'ai fait 3 semaines avant. Donc, il manquait juste un truc, c'était les 300 qu'il y avait au milieu, quoi. Parce que ta course, c'est pas 300, c'est 340. Donc, les 300 qu'il y avait au milieu, ça passait chez moi à Fort-Calquier. Donc, c'était top. Et en même temps, c'était un challenge difficile parce que je me suis dit, quand je vais arriver au rond-point à 200 mètres de chez moi, j'ai la maison qui m'attend, donc ça sera difficile de ne pas s'arrêter. Donc voilà comment je suis parti. Rappelle-nous ton temps sur ces 300. Effectivement, on dit que c'est le 300 km, mais ça fait 343 km. Donc rappelle-nous, parce que c'est très inspirant pour les gens qui ont envie de faire la Race Cross France. Moi, je suis très souvent contacté par des gens qui me disent « mais j'ai jamais fait de telle distance, comment il faut se préparer ?» Tu viens de donner une partie de la réponse, c'est-à-dire que toi, tu avais fait 140 maximum, et puis tu es finisher, tu as terminé les 300 km de la Race Cross France. Quel a été ton temps et comment tu as vécu le vent dans le Ventoux, qui était particulièrement violent? Oui, alors mon temps officiel, je crois que c'est 19h20, donc au total. J'ai passé, sur mes stats, j'ai passé 18h40 sur le vélo. Donc, j'ai pas été très vite, mais je voulais pas parce que mon objectif c'était vraiment d'aller au bout. Donc, je voulais arriver dans les temps. Et le temps c'était 21h le maxi. Donc, j'avais jamais fait cette distance avant, donc je suis parti vraiment tranquille. Après, honnêtement, le départ déjà tôt sous la pluie. Donc déjà, on était direct dans l'ambiance. Au début, ça va, quoi. Ça a été les 100 premiers kilomètres, ça va parce qu'on est encore frais, quoi, parce que tout va bien.
Ça a commencé à être dur quand je suis sorti du Verdon, quand je suis arrivé au 150e à peu près, parce que là j'étais dans mes distances que je pouvais gérer, que j'avais déjà un peu fait à l'entraînement. J'avais fait 130, donc 150 km. Là j'ai mangé, et là quand je suis reparti, là ça a été vraiment... Déjà quand je suis monté sur le vélo, j'avais l'impression que le vélo c'était un tricycle. Et ça me l'a déjà fait sur la moto. En fait, quand tu es vraiment fatigué, que tu es vraiment à bout, en fait, tu n'as plus les sensations du matériel sur lequel tu es. Tu sens plus. Donc, tu as l'impression que tu es sur un truc qui se tord dans tous les sens. Et donc, quand je suis remonté sur mon vélo après le ravitaillement, j'avais l'impression que le vélo, c'était un tricycle, qu'il se tordait dans tous les sens, que ça avançait pas. Et ça avançait pas, c'est sûr. Hein. Mais en plus, on a pris du vent à ce moment-là. Et là, sur le plateau en haut, mais ça a été une horreur, j'avançais plus. Ça avançait plus. Et là, je me suis dit, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais tour de pédale après tour de pédale, kilomètre après kilomètre, ça avançait encore. Et donc, du coup, j'avançais. J'ai un pote qui est venu en moto me voir, donc il a roulé juste un peu avec moi pour m'encourager un peu. Et puis après, il y a eu l'arrivée à Fort-Calquier. Donc Fort-Calquier, c'était chez moi. C'est 200 km pile. L'endroit où je pouvais m'arrêter à la maison. Je crois que il devait être 15 heures à peu près. 15 heures. Mais bon, je suis passé au rond-point, même pas j'y ai réfléchi. De monter chez moi, j'ai roulé. Concentré. Et puis voilà, j'étais vraiment pas en forme à Fort-Calquier. J'ai récupéré la forme après parce que j'ai réussi on avait moins de vent, on avait de vent de côté. C'était un profil un peu plus descendant. Je connaissais un peu la route et du coup, je l'ai pris un peu plus cool et j'ai réussi à récupérer. Et quand je suis arrivé à Apt, là on était à peu près à 240 km et là il restait encore 100 avec le Ventoux. Là j'ai commencé à me dire je vais y arriver parce que vu dans l'état que je suis, vu comme j'arrive à gérer, normalement je devrais y arriver. Et donc là j'ai continué l'effort. C'était vraiment sympa, Gordes, col de Murs. Et puis j'attendais le ravitaillement de Vénasque parce que j'avais besoin de manger, j'avais besoin de m'arrêter, de m'asseoir, de me poser un peu, quoi. Et donc du coup Vénasque, le ravitaillement, j'ai passé 20 minutes. Et puis voilà, là, quand je suis parti déjà il faisait sombre parce que j'ai attaqué le Ventoux de nuit. Et là donc il y a eu un petit moment de doute en fait avant d'arriver, quand je suis arrivé vers Bédouin. En fait ça allait, mais j'ai essayé de garder mon cardio un peu bas pour pas me mettre dans le rouge avant d'attaquer le Ventoux. Et à un moment donné, je suis dans une légère remontée là, et j'ai plus de vitesse. J'ai plus de vitesse derrière. Et là, je dis putain, ça monte quoi. Et je regarde mon compteur, mon Garmin, et je vois qu'il y avait 5%. Et là, je dis aïe. Parce que si déjà je suis sur le dernier et qu'il y a 5%, quand je vais prendre le virage, parce que je connais le Ventoux, quand je vais prendre le virage et je vais me retrouver à 9, je dis là, je sais pas ce que ça va donner. Donc là, j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit on verra quand je serai dans la montée du Ventoux. Une petite surprise quand je suis arrivé dans le bas du Ventoux, il y a Johan Zarco qui était venu. Donc il m'a retrouvé, il était à pied et je l'ai pas reconnu. Il est venu comment parce que c'était de nuit. Et donc du coup, il a couru à côté de moi pendant 200-300 mètres. Donc il m'a dit allez coach, on y va. Donc ça c'était un peu marrant. Ça m'a fait plaisir, tu vois, parce que j'ai donné pas mal d'énergie pour aller l'aider sur les Grands Prix et du coup ça m'a un peu impacté ma préparation. Donc du coup le fait qu'il vienne, c'était un peu une manière de dire bon ok, j'ai un peu pourri ton entraînement mais allez vas-y maintenant. Donc ça c'était cool. Et après la montée du Ventoux, alors le premier quart d'heure a été super dur parce que comme je te dis du 5% c'est passé au 8-9 avec les mêmes rapports et du coup ça a été un peu dur. Par contre, au bout de 10 minutes, quand j'ai vu que je gérais, je me suis dit, je vais aller au bout. Voilà. J'étais plus inquiet de ne pas y arriver. C'était juste une question de temps, mais je savais que j'allais aller au bout. Après, j'ai des amis qui sont venus de Fort-Calquier en voiture, qui m'ont retrouvé au Chalet Reynard et qui m'ont accompagné sur la dernière partie. Donc là, c'était vraiment sympa parce que voilà, j'étais un peu seul toute la journée.
même si j'avais des bonnes personnes aux assistances, donc c'était cool. Mais là, de retrouver vraiment les amis qui viennent et qui klaxonnaient, qui mettaient la musique à fond dans la voiture, tu vois, derrière, c'était un peu du réconfort dans la difficulté. Et puis, les derniers 6 km, c'était terrible parce qu'il y avait du vent, il faisait froid, il faisait quasiment un zéro ressenti, quoi. Il faisait 5-6 degrés, je crois, ou 6-7. Et forcément super dur. Et là, le dernier virage où je t'ai vu arriver, là, c'était fabuleux parce que parce que c'est l'objectif qui est atteint, quoi. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a personne. Il y avait les gens qui m'ont soutenu toute la journée en me suivant sur le site internet et puis en assistance. Et puis toi qui étais là à l'arrivée, voilà, c'est amplement suffisant, quoi. C'est top, quoi. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais il n'y avait pas grand monde à l'arrivée. Je me dis mais non, mais c'est pas l'étape du Tour, quoi. C'est la Race Cross France. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire les malins. On est là pour se battre contre soi-même. Et c'est ça qui me motivait aussi, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait plaisir. Et c'est pour ça que mon trophée, et j'ai mis le maillot, j'ai mis le diplôme. Et il est avec mes plus beaux trophées parce que pour moi, c'est une victoire sur soi-même et au même titre que les autres. Donc, voilà l'histoire de la Race Cross France et sur les 300 km. Mais c'est vrai que c'était beau parce que nous on était au sommet et donc on te voyait arriver les lumières et derrière tu avais effectivement une caravane de voitures qui te suivaient, donc c'était beau à voir du haut et ce dernier virage qui a été compliqué pour beaucoup de participants, mais contrairement à tes épreuves sur deux roues mais moto où tu te rends compte que tu as gagné quelque part la ligne d'arrivée franchie parce que tu peux pas te permettre de baisser les gaz avant. Là, tu savais que tu allais finir quelques kilomètres avant, donc l'émotion, elle est différée, elle est pas la même. Comment tu l'as vécu, ça ? Est-ce que tu as pris conscience que tu allais finir au pied du Ventoux ? Tu t'en doutais, mais est-ce que tu as été envahi par des émotions de finisher quelques kilomètres avant le sommet ? Mais en fait, j'ai la déformation professionnelle du vrai pilote moto, supercross moto, c'est-à-dire que nous, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, le cerveau ne déconnecte pas, on est toujours en mode robot. Et j'essaye de rester dans ce mode parce que c'est le mode où on est le plus efficace, où il n'y a rien qui vient me perturber. Alors j'ai enlevé ce mode, c'est quand je t'ai vu dans le dernier virage, quoi, parce que j'ai dit là ça y est, c'est fini, quoi. Et puis t'étais là et tout, mais non, j'ai vraiment apprécié le truc que quand j'ai fini, quoi. Et après, ce qui est important, c'est que même dans les challenges que je me suis fait dans ma carrière, le plus important, c'est pas de gagner. C'est pas de gagner, c'est vraiment d'aller au bout de soi-même et de donner le maximum. Alors après, c'est toujours plus plaisant de gagner que de perdre. Mais je pense qu'il faut pas être là pour ça. Il faut pas, même dans la compétition. Voilà, même dans la compétition de haut niveau, le moteur, c'est pas la victoire. Le moteur, c'est de vraiment d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Et si ce qu'on a envie de faire, c'est la victoire, c'est aller à la victoire. Mais il ne faut pas que ça soit le but d'aller franchir la ligne d'arrivée en premier. Ce qui fait que là, je l'ai apprécié au même titre que mes autres compétitions. C'est parce que voilà, je suis allé au bout de moi-même. Je me suis mis un challenge, j'ai pris le départ, je suis allé au bout. Voilà, j'étais super satisfait, super content et c'est un super souvenir, quoi. C'est un super souvenir pour nous aussi. Et c'est vrai que dans cette discipline d'ultra-distance, il y a une particularité qu'il faut vraiment maîtriser pour aller loin, c'est l'alimentation. C'est difficile dans l'ultra de trouver sa bonne alimentation. Alors toi, sans expérience sur autant de kilomètres, comment tu as géré cette partie alimentation au fur et à mesure du parcours ? Parce vous avez eu une journée où il a fait très très chaud. Donc comment tu as géré ton hydratation et ton alimentation pour les gens qui nous écoutent ? Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais moi, l'alimentation, ça me gêne pas trop, quoi. Ça me gêne pas trop. Je pense que ce qui gêne beaucoup l'alimentation, c'est l'effort physique et le stress. Moi, stressé, j'ai pas stressé à aucun moment. Non, j'avais pas de plan. Non, en fait, je suis parti, j'avais pas mangé. J'ai pas déjeuné le matin. Je suis parti, comme je pars des fois rouler un café, et je suis parti. J'ai dormi dans mon van juste à 2 minutes du départ. Donc, non, j'ai un café et même pas un biscuit, je crois, un biscuit ou deux.
Donc j'ai commencé à manger au bout de 3 heures. Donc, parce que je savais que je pouvais tenir pendant 2-3 heures sans manger. Donc après, j'ai mangé, je mange n'importe quoi, n'importe. Au début, j'avais pris des liquides un peu avec moi. Donc le liquide, j'aimais bien parce que c'est facile à prendre sur le vélo et tout, donc c'est facile. Après, ravito, sandwich, pâtes, tout ce qui passe, quoi. Du jambon, tout ce qui passe. Plus du salé que du sucré, parce qu'avec les gels, c'est déjà assez sucré. Donc dès que je pouvais prendre du salé, je prenais du salé. Le ravitaillement avait Nasque, il y avait un bon petit poulet avec des pâtes, je me suis régalé. Donc non, alimentation, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu franchement des moments où j'ai eu super faim ou des moments où j'ai toujours eu de l'eau, j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait. Donc non, j'ai pas été inquiet sur ce côté-là. Ça me fait sourire pendant que tu expliques justement ton alimentation, parce que pour moi, l'alimentation dans l'ultra, c'est... Avec mes assistants, je peux être très pointilleux comme tu l'as été avec d'autres personnes de tes équipes quand tu étais dans les championnats, où pour moi, c'est presque à la minute, en fait, tu vois, où il faut que j'ai... Moi, je raisonne pas en fonction de sucré, enfin, je suis plus salé que sucré, mais je raisonne surtout au nombre de calories par heure. Et en ultra, ne pas manger les 3 premières heures, je pourrais pas le faire. Donc bravo, moi je pourrais pas le faire. Si tu avais un message à faire passer aux gens qui nous écoutent et qui hésitent à faire le 300 ou le 500, ça pourrait être, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui n'ont jamais fait cette distance-là, ou qui l'ont déjà fait mais qui hésitent parce que c'est le Ventoux? Comment tu pourrais t'exprimer par rapport à ça? Mais il y a deux façons de voir les choses. Soit on essaye de faire une performance, dans ce cas-là il faut aller vite. Et quand on commence à aller vite, la difficulté on la multiplie par un facteur de 2 tous les kilomètres/heure, quoi. Donc je pense que la longue distance, 300, 500 dans les formules que tu as fait, la vitesse elle est raisonnable. Pour être finisher, la vitesse elle est raisonnable et je l'ai trouvé très raisonnable, même avec le Ventoux au milieu et beaucoup de dénivelé. Donc c'est pour ça que je n'ai pas essayé d'aller trop vite. Après, quand on veut essayer de performer, d'aller chercher du résultat et un temps et aller très très vite, là oui, ça commence à être compliqué, l'entraînement doit être différent. Mais je pense que pour faire du 300, du 500 km avec un entraînement bien foncier de base, je pense que c'est accessible. Après, mentalement, il faut y être, hein. Il faut y être, hein, parce que c'est dur, parce que c'est voilà, moi c'est pas quelque chose que j'étais obligé de travailler puisque je l'ai en moi. Donc pour moi ça a été naturel. Mais j'ai par exemple des amis qui l'ont fait aussi pour la première fois avec moi. Pour eux c'était hyper important de faire la reconnaissance un mois avant du parcours en entier pour voir s'ils étaient capables de le faire. Parce que mentalement, sinon ils se sentaient vraiment pas prêts pour prendre le départ. Ce que moi, j'ai pas trouvé nécessaire de faire. Parce qu'au contraire, moi, je voulais me retrouver dans la situation où ça allait être difficile, où j'allais aller dans un truc que je connaissais pas. C'est ça qui me plaisait, en fait. Donc ouais, je pense que les 300, c'est assez accessible. Les 500, si quelqu'un est vraiment motivé et qui a beaucoup de mental et une préparation, un bon foncier, je pense que ça peut passer, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui roulent tous les dimanches et tu l'as prouvé, en ayant fait pas plus de 140, tu as pu terminer dans les délais en ayant pris, enfin pas pris ton temps, mais en ayant bien géré ton effort. La suite pour toi, Jean-Michel, est-ce qu'une fois que tu as fait la Race Cross France, cette traversée des États-Unis, tu l'as en coin de la tête ou tu as envie de revenir sur des épreuves d'ultra pour un peu plus apprendre? Comment tu vois la suite dans le vélo ultra-distance pour toi? Alors déjà, ça me plaît. Voilà, déjà c'est un truc important, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a plu. L'effort m'a plu. Ce qui m'a plu aussi, c'est que le lendemain, je souffrais pas autant qu'après un trail. Donc c'est aussi agréable. Surtout que j'ai eu 50 ans cette année, donc voilà, on vieillit comme tout le monde. Ouais, j'ai envie, je vais continuer. Je vais continuer pour découvrir la discipline. Donc je vais bien sûr augmenter un peu les distances, hein. Donc déjà, je m'entraîne un peu plus sérieusement parce que ça me plaît. Je vais augmenter un peu les distances. Ouais, l'objectif, j'aimerais bien un jour finir déjà celle en France, la Race Cross France, la totale. Et après aller montrer mon bout de nez peut-être aux États-Unis. Donc en la faisant bien sûr en relais au départ à 2 pour que ça soit un peu plus gérable. Et peut-être un jour, je dis peut-être un jour, la faire en solo, quoi. Voilà. Donc, mais pour le moment, voilà, je suis
suis pas dans un mode warrior où je me dis dans 2 ans il faut que je sois aux États-Unis. Je suis quand même dans le plaisir et dans le plaisir de profiter de ces sensations-là et de progresser et de découvrir sa discipline. Donc pour le moment, je vais le faire progressivement et à ma mesure. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai que tu as entièrement raison de découvrir step by step. C'est important. Ça va te permettre de voir comment tu réagis mentalement à ce type d'effort, comment tu réagis physiquement. Et puis peut-être de progresser un petit peu sur l'alimentation si tu veux faire un peu plus de distance. Écoute, on arrive sur la fin du podcast. Je te remercie énormément pour ce partage, pour le temps que tu as pris à nous expliquer ta carrière de champion et puis comment tu es arrivé sur le cyclisme ultra-distance. Voilà, si peut-être qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, je pourrais te demander ça, ou sinon, est-ce qu'il y a un sportif qui toi, t'inspire et que tu aimerais entendre sur le podcast Ultra Talk? Non, j'ai pas vraiment trop réfléchi à qui j'aimerais entendre. Je te le dirai peut-être plus tard, tu le rajouteras à la fin. J'y réfléchirai un peu. Sinon, j'ai essayé d'être assez bref pour résumer ma carrière, mais ma carrière a tellement été longue et tellement jalonnée de beaucoup de choses qu'il me faudrait un livre de 400 pages pour le faire. D'ailleurs, je devrais l'écrire, mais bon, va falloir que je m'y mette. Non, en tout cas, c'était vraiment un super challenge de faire cette course. Les podcasts, je les écoute depuis le début parce que c'est hyper inspirant, parce qu'on rencontre des gens qui font des choses incroyables. Et il n'y a pas que dans le sport de haut niveau qu'on peut faire des choses incroyables, il y a aussi dans la découverte, dans le voyage, dans l'exploit, dans la survie, dans beaucoup de choses. Là, en ce moment, je relis les missions Apollo. Qui sont partis il y a 50 ans sur la Lune. Et là aussi, c'est des choses, quand on voit le récit de l'intérieur des personnes qui sont parties là-bas, qui ont ouvert la porte et qui sont descendues pour la première fois sur la Lune. Voilà, aujourd'hui, on dit ils ont marché sur la Lune, quoi. Mais quand on réfléchit vraiment à ce que ça demande comme énergie, comme dépense, comme don de soi pour sortir comme ça, et voilà, donc tout ça c'est inspirant et ça fait partie de la même chose. Je pense que l'être humain il est fait pour faire des choses et faire des choses incroyables si possible, et moi j'ai essayé de les faire toute ma carrière et je continue à essayer de le faire comme toi tu fais quand tu as fait la Race Cross America et comme toi tu fais quand tu continues à organiser tes courses et que tu permets aux gens de faire ça. Donc voilà, j'apprécie tout ça et c'est pour ça que c'est avec plaisir que j'étais avec toi aujourd'hui. Eh bien, merci Jean-Michel. En tout cas, je vais être le premier à acheter ton bouquin, ça c'est clair. Je veux savoir toutes les histoires et toutes les anecdotes. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est vrai qu'à chaque fois que je rencontre des personnes, je mesure la chance qu'est la mienne à travers ce podcast de rencontrer des gens tellement inspirants et c'est une vraie source de motivation pour moi. Et ça me donne, bien évidemment, à titre perso, envie d'aller encore plus loin parce qu'il faut rêver grand et il faut se donner aussi les moyens de réussir. Et comme tu l'as dit, l'être humain, on l'utilise peut-être de manière classique qu'à 20-30%, mais qu'il a énormément de ressources. Voilà. Donc merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée, un bon séjour sur Paris, et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous rappelle que les liens qui permettent de suivre mon invité se trouvent dans les notes de l'épisode. Vous pouvez ainsi le remercier, l'encourager ou juste lui laisser un message. Cela va lui faire le plus grand plaisir, j'en suis certain. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Ultra Talk.